Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la région de l'Ouest est confrontée à une multiplication inquiétante des cas du Covid-19. La sensibilisation des populations piétine. Les municipalités et certains hôpitaux publics manquent cruellement de moyens et de ressources pour faire face à cette pandémie et optimiser la prise en charge médicale. Coup de projecteur ce soir dans le Noun, l'un des foyers de cette pandémie à coronavirus, là où les populations peinent à respecter les mesures barrières. La démarche de survie Cameroun va-t-elle prospérer au ministère de la Justice après le refus catégorique du ministère de la Santé publique de réceptionner un don en matériel médical venant de Maurice Kamto à travers l'initiative Survie Cameroun. Celle-ci se tourne désormais vers le ministère de la Justice pour accompagner les détenus dans les prisons. Vous les écouterez sur leur démarche initiée pour attendre la réaction du ministère de la Justice. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les chiffres du coronavirus ne cessent de grimper au Cameroun. Déjà 2226 cas enregistrés dans le pays et l'une des régions les plus affectées, c'est l'Ouest, là où il y a une multiplication inquiétante des cas du Covid-19. Les populations peinent à respecter les mesures barrières, notamment dans le Noun, l'un des foyers les plus importants. Le gouverneur l'a reconnu, interpellant les autorités locales. Cependant, les hôpitaux manquent des moyens et des ressources pour faire face à cette pandémie du coronavirus. Je vous propose de suivre ce reportage signé Leclerc Sakem. L'état d'alerte maximum dans le département du Noun, désormais considéré comme plus grand foyer d'infection du coronavirus dans la région de l'Ouest Cameroun, après le département de la Mifi. En une semaine, cette localité est passée d'une situation vierge à un nombre inquiétant de contaminés, soit 35 sujets positifs déjà recensés. La situation était prévisible. Il y a moins de 2 semaines, le gouverneur de la région de l'Ouest décriait lors d'une sortie face à la presse l'incivisme et les écarts. Donc, on continue de faire montre les populations de cette unité administrative. Certaines populations du département du Noun continuent à organiser des cérémonies de célébration, des mariages traditionnels ou des commémorations religieuses suite au décès des membres de leur famille avec des mêmes risques. Hommes, femmes et enfants, ils ont gardé une oreille sourde malgré la sensibilisation menée à travers les médias et même au sein de la communauté pour marteler l'ampleur de la menace. Je déplore seulement certains comportements des habitants de Fumbot quand nous passons pour passer le message, c'est-à-dire dire le bien fondé des mesures gouvernementales édictées. Les gens ont l'impression que le sous-préfet est le seul à pouvoir contacter ou bien qui est susceptible d'attraper le coronavirus. Mais pour eux, ça ne leur dit absolument rien. Vous passez au marché sans leur dire rien, vous sensibilisez sans leur dire rien. J'interpelle ici les élus du peuple, les ministres du culte, dont les pasteurs, les prêtres, les imams et les chefs traditionnels à mettre la main à la pâte pour que les mentalités changent à Fumbot. Les pratiques susceptibles de favoriser la propagation du virus telles la doua, prière commémorative à la suite des décès, la sadaka, culte d'action de grâce, les mariages traditionnels et les prières dans les mosquées sans respect de distanciation sociale ont continué leur nombre de chemin dans ce département. Avec cette recrudescence des chiffres dans la région du Soleil couchant qui comptabilise désormais 121 cas, 3 décès, certaines communautés ont accentué la sensibilisation dans les zones rurales, à l'instar des villages de Toulanzon, Njio, Bantingla, Befou, Fondonera dans le département de la Minois. On a dit non à cette virus et vu cette démonstration, nous avons montré à la population locale. On nous a démontré comment il fallait utiliser cette seau en lavant les mains et en partageant les cache-nez, en leur montrant comment ils devaient le porter. Il a été démontré que le port de cache-nez est une barrière au Covid-19. Donc nous allons continuer de réunir les moyens tels que nous pouvons pour distribuer les cache-nez à travers le groupement et continuer la sensibilisation. Nous sommes conscients que les populations rurales sont les plus exposées du fait de leur âge.
parce que la plupart des personnes vivant au village sont des gens du 3e âge. Cette campagne de sensibilisation pour leur montrer les bonnes pratiques, les bonnes manières à faire pour barrer la route au Covid-19 dans notre localité. Avec les mesures d'assouplissement annoncées par le Premier ministre il y a quelques jours, la vigilance devrait être de mise. L'instant de sursis devrait conduire chacun de nous à la prudence et donc à la lucidité. Sinon, bonjour à la catastrophe. Au regard de cette situation inquiétante dans le Noun, le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya, a signé un communiqué dans lequel il interpelle les populations, leur demandant de mettre un terme aux fêtes religieuses, mobilisant plusieurs personnes qui doivent être restreintes en famille. Il a également insisté sur le fait que les commerçants qui vendent sous les emprises du palais royal doivent porter les masques et respecter les mesures barrières. C'est en substance un communiqué du roi sultan des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya. Et restons dans le Noun, où les autorités ont fermé certaines boutiques, estimant qu'il faudrait qu'elles respectent les mesures barrières. Et cela a suscité quelques grincements dedans, notamment au marché central de Koutaba, où elles s'insurgent contre la pose des scellés sur leurs boutiques. Reportage Mama Soufor, Séverin Chouban et Julienne Berthe-Bissaï. Au marché central de Koutaba, dans le Noun, des commerçantes sont en colère contre la pose des scellés sur leurs boutiques au moment où le gouvernement vient de décider de l'exonération de certaines activités commerciales en vue de l'allègement fiscal. Maintenant, aujourd'hui, pas de confinement. Aujourd'hui, sortez pour pousser les gens. Vous me demandez l'argent, tu vas où? L'impôt aujourd'hui là? Non, vraiment, nous sommes fatigués avec l'impôt de Koutaba. On ne veut plus, on en a marre. On nous a demandé de ne pas payer l'impôt. Et aujourd'hui là, on vient qu'on doit payer. Que nous avons mal compris. Donc, c'est le pourquoi nous sommes en train de gréver. Ces commerçantes s'interrogent sur la méthode 2 poids 2 mesures observée dans ces opérations de recouvrement qu'elles jugent illégales. Ils disent maintenant que ce sont les gens de Bayansala et les stations, ceux qui sont on appelle ça les stationnements, qui ne doivent pas payer. Nous posons ces questions-là que donc, ça veut dire que les boutiquiers ont l'argent, plus que les gens de stationnement. C'est ça que nous voulons savoir. La scellée de ces boutiques intervient quelques jours après l'entrée en vigueur de l'exonération fiscale au titre du 2e trimestre décidée par le gouvernement. La mesure du Premier ministre Joseph John Gouté suspendait le contrôle de l'impôt libératoire et les taxes communales dans les marchés à travers le pays. Maintenant que ce n'est que les Bayansala qui ne doivent pas payer les impôts, que les boutiquiers doivent payer ça. Nous voulons savoir où c'est vrai, où c'est faux. C'est ça qui nous énerve. L'État a dit 3 mois. J'entends septembre avant de payer. Ma question est posée aux gens de l'État de nous expliquer très bien clairement les qui on veut payer et les qui ne doivent pas payer. C'est mon problème. Et si cette situation n'est pas clarifiée, précisent les commerçantes, les agents véreux pourraient mener des arnaques à ciel ouvert. La difficulté des autorités administratives de faire face à ce relâchement observé dans le respect des mesures barrières, notamment en Banga, où les populations sont sorties dans la nuit afin de célébrer l'assouplissement des mesures de restriction dans les snack bars et autres débits de boissons. Aujourd'hui, ce sont les maires qui sont interpellés afin de désinfecter ces lieux de réjouissance et sensibiliser ces acteurs économiques sur le respect des mesures barrières et autres règles d'hygiène indispensables pour lutter contre la pandémie du coronavirus dans cette localité. Reportage à Kino Molon et Xavier Foka. La récente décision relative à l'assouplissement de certaines mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun pose certains citoyens à s'interroger. Je me demande si vraiment, avec ces mesures qu'on a levées là, est-ce que le virus ne doit pas se propager dans tout le triangle national? Une question de temps pertinente qu'au lendemain de la publication de cette décision, les habitants de Mbanga dans le département du Mungo ont commencé à faire fi de certaines mesures barrières, notamment le port du masque de protection et le respect de la distanciation sociale. Une situation qui inquiète l'autorité administrative locale. J'ai comme l'impression que les populations n'ont pas bien compris le message, au point où tout est revenu à la normale comme avant. Personne ne veut plus porter le masque, ils boivent leur bière comme avant. Ils ont l'impression que le Covid est fini. Plus grave,
Durant le week-end, les populations se sont livrées à l'euphorie dans les bars et autres lieux de réjouissance populaires. Il est encore temps de tirer la sonnette d'alarme. Je crois que des équipes de sensibilisation devront descendre sur le terrain, les forces, pour leur dire que le Covid continue à faire des ravages. Au regard de la gravité de la situation, l'autorité locale, sous la coordination du sous-préfet, a tenu une réunion de concertation et de travail à l'issue de laquelle une campagne de désinfection des marchés, des espaces publics, des boîtes de nuit et autres snack-bars s'est tenue. Après une enquête d'Equinox Télévision sur la baisse drastique du taux de fréquentation de certains hôpitaux publics agréés Covid-19, l'hôpital Akintini admet ouvertement pour la première fois que la situation est intenable. En dehors de la prise en charge des cas de Covid-19, il n'y a presque aucune consultation n'est effectuée pour les autres maladies. Les patients ont déserté cet hôpital et cela impacte sur la trésorerie de cette formation sanitaire. Le directeur de l'hôpital Akintini de Douala était face à la presse à Douala. Des précisions avec Mitterrandam et Donald Brice Kamgan. Juline Jeannette Zibandi coordonne le département gynéco-obstétrique et pédiatrique à l'hôpital Akintini de Douala. À 13h ce jeudi, un jour de rendez-vous et de consultations intenses, seule cette famille s'est pointée. C'est à peine si son équipe et elle ne se tournent pas les pouces. Particulièrement en vaccination où on recevait souvent presque 250 enfants le mois, on est à peine à 110. C'est avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sensibilisation pour avoir même ces 110-là. Depuis que la formation sanitaire est le point focal de lutte contre le coronavirus dans le littoral, la fréquentation des autres malades est quasiment nulle. Gravissime, confesse le directeur. La fréquentation est au plus bas. Le nombre de malades hospitalisés avoisine les 15%. Les urgences ne sont désaffectées. Et du coup, les médecins, le corps médical est au chômage à l'Akintini. Sauf ceux, bien entendu, qui sont dans le corridor Covid-19. Ce n'est pas faute d'avoir assuré 3 pavillons spécifiques au fond de l'hôpital pour les cas Covid-19, un cordon érigé pour signaler et distinguer la zone du reste de l'hôpital dont les services demeurent opérationnels. Les professionnels de la santé tirent la sonnette d'alarme sur les risques pour ces malades qui fuient l'hôpital. Un bébé qui sort, qui est né et à qui on n'a pas fait le BCG les 8 premiers jours, il peut facilement contacter la tuberculose au quartier. Les enfants qui n'ont pas pris la poliomyélite, ils peuvent avoir des paralysies. Un enfant qui n'a pas pu faire sa méningite, par exemple, on peut avoir des cas de méningite. Tout en assurant son service public de la santé, la formation sanitaire orpheline de ses patients doit pourtant fonctionner et pouvoir supporter ses charges. Pour l'Akintini, la baisse de fréquentation va avoir un impact économique désagréable parce que les recettes ayant diminué, on va avoir au niveau de l'Akintini du mal à pouvoir supporter les charges de fonctionnement. À ce jour, l'Akintini, c'est près de 450 malades de Covid-19 pris en charge, près de 200 guéris et une quarantaine de décès avec des équipes spécialisées dédiées. Malgré le refus du ministère de la Santé publique de réceptionner un don matériel, médical, de survie Cameroun, Christian Pendaekoka, président du comité de gestion de cette initiative, sollicite le ministère de la Justice pour une distribution des équipements de protection individuelle et autres matériels nécessaires pour lutter contre le Covid-19, matériel destiné pour les prisons camerounaises. Quelle démarche a-t-il effectué? Quelles sont les garanties d'une réponse positive? Élément de réponse avec Élisée Bokba et Ike Cyril. Christian Pendaekoka revient à la charge après s'être vu opposer une fin de non-recevoir il y a quelques jours au ministère de la Santé publique. Le président du comité de gestion de suivi Cameroun Survival Initiative sollicite cette fois le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour une distribution des dons au sein des prisons camerounaises. On ne se décourage pas, on continue, c'est d'autant que pour nous, c'est les populations qui nous préoccupent. Ma récente expérience comme prisonnier, n'est-ce pas, j'ai pu voir les conditions extrêmement risquées de nos prisons. Au fond, l'environnement carcéral du Cameroun est un milieu très risqué.
par rapport à l'exposition aux menaces du Covid-19. Et j'ai estimé que j'allais lui faire une offre de don, n'est-ce pas, des matériels barrières concernant le Covid-19, notamment les masques, n'est-ce pas, et les gels hydroalcooliques. À la question de savoir sur quoi reposent ses espoirs au lendemain de l'échec essuyé au MinSanté, Christian Penda Ekoka répond qu'il ne doute pas un seul instant de la bonne foi du garde des Sceaux. Connaissant son sens élevé de responsabilité, là, il a une grande expérience de l'administration du Cameroun, des hommes. Il est en charge des prisons. Je sais également qu'il est très attaché à la préservation de la vie humaine. Je vois mal comment le ministre d'État, chargé de la Justice et garde des Sceaux, serait devenu l'élève du ministre de la Santé pour copier son attitude. À ceux qui affirment que Suivi Cameroun Survival Initiative est une association illégale, le président du comité de gestion dit qu'il n'est pas exclu que les démarches de légalisation soient en cours. Mais qui vous a dit que ce n'est pas en cours? Qui vous a dit que ce n'est pas en cours? Mais au départ, c'était une initiative spontanée par rapport à ce qui se passait. En attendant, la question de savoir si après le refus du MinSanté, le MinJustice acceptera les dons de Suivi Cameroun Survival Initiative se pose avec acuité. Vous l'avez certainement remarqué dans les principales artères de la ville de Douala, la présence quotidienne de nombreux vendeurs de plantes médicinales et autres décoctions destinées à soigner, prétendument destinées à soigner des maladies. D'où tiennent-ils leur expertise, ces vendeurs, pour composer ces plantes médicinales et que pensent-ils des doutes émis par la médecine moderne sur leur fiabilité? Ils se confient dans ce reportage que signent Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Nous sommes au carrefour Kololoun à Douala. Difficile de ne pas remarquer ces vendeurs de plantes, d'écorces, de décoctions destinées à soigner des maladies. Des breuvages emplissent des bouteilles attendant des acheteurs qui défilent ici à longueur de journée. Depuis une vingtaine d'années, Maman Marie se consacre à cette médecine à base de plantes. Sa formation, elle l'a eue dans le tas. Nous avons des naturopathes avec qui on travaille, qui sont vraiment appropriés pour ça, non? Donc, ils nous montrent comment on va composer les produits. Moi, je fais ça depuis, je pars déjà à 20 ans. Hein. Il y a les compositions. Qu'on sait que si on compose celui-ci et celui-ci, ça va soigner telle maladie. C'est donc sur la force de l'expérience des années à exercer ce métier que se base Maman Marie pour affirmer que ces compositions apportent la guérison aux malades. S'ils ne guérissaient pas, c'est qu'on ne pouvait pas être là jusqu'aujourd'hui. Il y a des maladies où nous-mêmes nous exigeons le carnet pour soigner. Les examens médicaux sont très nécessaires aussi. Par exemple, quand quelqu'un vient te dire que j'ai la typhoïde, il faut qu'il teste pour savoir que c'est la typhoïde. On ne peut pas soigner comme ça. Ils font d'abord les examens et ils viennent nous montrer le carnet. On sait qu'on peut associer ça et ça pour soigner la typhoïde. Les médecins même prennent les remèdes de la typhoïde. À tous ceux qui cherchent des solutions pour se soigner du coronavirus, Maman Marie affirme que cette maladie ne se soigne pas au carrefour Kololoun. Il n'y a personne qui est déjà venu dire qu'il a corona, qu'on va le soigner. Quelqu'un ne va pas se laisser contaminer et dire qu'il va venir se soigner ici, non. Mais tous nos médicaments sont préventifs, même à beaucoup de maladies. C'est des trucs qu'on a toujours pris, des trucs naturels. En ce qui concerne le cormote, qu'on appelle chloroquine naturelle, là, on appelle en néo éco. En bas, ça cormote. En famille même bu, mais c'est une écorce que les parents connaissent, que ça coupe le palais. Voilà donc la médecine à base de plantes racontée par Maman Marie, une vendeuse de ces remèdes au carrefour Kololoun à Douala. Dans le reste de l'actualité, la connexion Internet coûte très cher au Cameroun. Le pays est classé 7e parmi les nations africaines où le gigaoctet de connexion est bien au-dessus de la barre $1. Des jeunes entrepreneurs sont loin d'être surpris car certains d'entre eux affirment que l'achat des données mobiles représente près de 30% de leurs dépenses d'investissement et de production. Reportage d'Alas Kana et Donald Brice Kamgan. Marcel Cussier est à la tête d'une start-up spécialisée dans la communication digitale. Cette jeune entrepreneur qui doit apporter son expertise pour la visibilité des entreprises
confie avoir besoin avec ses 5 collaborateurs d'à peu près 150 gigabits de connexion Internet mensuelle. Dans mes charges, c'est à peu près 20 à 25% de mes charges, la connexion, quand on calcule par mois, etc. Parce qu'au départ, on avait commencé avec 100 gigas, mais on s'est rendu compte que 100 gigas, c'était juste, ça finissait toujours une semaine avant la fin du mois ou 2 semaines avant la fin du mois. Pour les jeunes entrepreneurs, il faut souvent consentir jusqu'à 30% des dépenses mensuelles à l'achat des data si l'on veut travailler sereinement. Développeur d'applications, William Atundem pense que les charges liées à la connexion Internet rivalisent quasiment avec les dépenses de courant électrique. Par exemple, pour les gars qui développent, ils vont comprendre l'importance de faire les réunions, surtout en train de faire les réunions. En un mois, on peut faire 10 réunions. Si en un mois, on fait 10 réunions et qu'une réunion nous fait dépenser environ 55 gigas, ça fait environ 50 gigas de dépenses mensuelles. Donc, un surplus d'environ 50 000 francs dans les dépenses d'une petite entreprise. Ouais, on ne tient pas souvent compte de ce genre de choses quand tu pars aux impôts. Et en plus, je n'ai pas compté le coût des développeurs, je n'ai pas compté le coût de la location, je n'ai pas compté les coûts de maintenance. Donc, c'est tout ça qui entre en jeu. En facturant moyennement à 1000 francs CFA le gigabit de connexion Internet, le Cameroun compte parmi les pays les plus chers en Afrique. Le pays est classé 22e, loin derrière la Somalie, le Soudan, l'Algérie, la Tanzanie, le Ghana, les 5 meilleurs du classement de Cable Co UK, une agence de télécommunications britannique. Equinox Télévision s'est mobilisé pour rendre un vibrant hommage à une étoile qui s'est éteinte il y a quelques semaines. Séverin Tchonke, le président directeur général, suivi d'une délégation officielle, et le personnel d'Equinox Télévision ont exprimé le regret d'une disparition brusque d'une professionnelle des médias au talent exceptionnel. À la fleur de l'âge, Florazé avait marqué les esprits à travers ses compétences multidisciplinaires, sa bonne humeur distillée aux téléspectateurs et auditeurs d'Equinox Radio et Télévision. Ils se sont eux aussi mobilisés en masse, les fans de la chaîne du peuple et les fans de Florazé, pour l'accompagner à sa dernière demeure. Séquence, émotion, témoignage édifiant dans ce reportage que signent Eric Watat et Nadine Yambou. Des cris de douleur et des larmes en n'en point finir retentissent lorsque les portes de la morgue de l'hôpital de Nilon s'ouvrent pour accueillir la dépouille de Florazé. Des membres de sa famille, ses collègues d'Equinox Télévision et Radio, amis et nombreux fans ont fait le déplacement pour rendre un ultime hommage à Blacky, son surnom concocté par ses nombreux fans, en référence à son concept Black Attitude. Difficile pour l'assistance de contenir son émotion face à la dureté du sort imposé par la vie. Assou Gazé, Christelle Flora de son vrai nom, est l'une des figures marquantes du paysage audiovisuel camerounais. Grâce à son concept Black Attitude, qui avait pour but de lutter contre la dépigmentation, a réussi à se frayer une place de choix dans cet univers. Son combat et son œuvre résonnent fort dans les esprits. Je garde le souvenir d'une collaboratrice, d'une collègue merveilleuse, très talentueuse, dévouée à la tâche. Et comme vous le savez mieux que moi, nous avons appris la nouvelle fatalement. Personne n'y croyait et aujourd'hui on a la conviction que ce qu'on pensait c'est ça. Donc Florazé, on a bossé pendant plus de 3 années sur un même programme. Je te connais, ça fait 10 ans. Je suis toute tuile là maintenant. Je comprends ce que c'est que la vie finalement, vanité des vanités. Accessible et toujours joyeuse, avec ce sourire tel une marque déposée qu'on ne verra plus jamais. Florazé laisse ainsi une famille sans voix et inconsolable. À la sortie de la morgue de l'hôpital de Nilon, une marée humaine. Le cortège funèbre prendra la route pour le domicile familial au quartier Lorbaba, au milieu d'une foule consternée. Des femmes font la procession, tous veulent accompagner la icône, même s'ils refusent de croire. Au domicile familial, les collègues de la défunte et les responsables du groupe Equinox, menés par son président directeur général Séverin Tchonke, rendent un dernier hommage à Florazé. Florazé intègre le groupe en 2017 et, après une longue période d'observation et du fait de son talent immense d'animatrice, hors pair, je veux dire, Florazé va se voir confier plusieurs programmes radio. Florazé a également montré ses qualités d'animatrice télévision hors pair. Flora marque définitivement le paysage
audiovisuel camerounais par ses envolées lyriques. Durant son parcours professionnel, Florazé aura imprimé ses marques au travers de plusieurs émissions, notamment le 10-12 Le Zénith, Bonjour chez vous ou encore Sans tabou. Florazé a emprunté un chemin non-retour le 13 avril 2020, brutalement arraché à la vie. Après un malaise, elle quitte la scène à l'âge de 31 ans. Florazé sera inhumée ce samedi dans son village natal, Vongana, par Essé, dans la région du centre. Vous suivrez ce soir un document exceptionnel sur ces obsèques de Florazé, animatrice au talent également, vous l'avez suivi, exceptionnel, dont la bonne humeur va disparaître lors de ces obsèques qui se poursuivent jusqu'à son village. Elle sera inhumée le week-end prochain du côté de la région du centre. Document à suivre juste après l'émission Equinox Soir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Nouffelé, après le docteur Manaouda Malachi, jeudi dernier, Christian Penda Koka sollicite cette fois le ministre d'État Laurent Isso, ministre de la Justice, le garde des Sceaux, pour le don du MRC. Le président du comité de gestion de l'opération Survie Cameroun estime que les détenus sont dans des conditions difficiles et qu'ils doivent eux aussi bénéficier de ce matériel médical et autres équipements de protection individuelle indispensables pour optimiser la prise en charge médicale des cas du Covid-19, raison pour laquelle ils ont sollicité le ministère de la Justice afin d'avoir l'autorisation d'aller dans les prisons et procéder à la distribution de leurs dons. Ils estiment que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est plus ouvert. Ils sont confiants en la démarche qu'ils ont initiée. Reste à savoir quelle réponse sera réservée à cette sollicitation. Voilà, merci Cédric Nouffelé. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h.